Je vais donc, avant d'introduire le webinaire, vous donner quelques consignes pour nous assurer donc du bon déroulé de celui-ci. On va vous inviter donc à garder vos caméras allumées. Par contre, vos micros doivent être coupés pendant la présentation pour éviter donc les interférences éventuelles avec les personnes qui vont vous présenter ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, à nous en faire part par contre dans la conversation Teams. Et donc, en fin de webinaire, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez donc nous poser vos questions donc à l'issue de cette présentation. Le webinaire, il est enregistré et il y aura donc un replay qui sera disponible sur le site internet ainsi que l'outil qu'on va vous présenter donc ce matin qui va intégrer le kit EIGS déjà existant au niveau médico-social. Donc au sommaire ce matin, une présentation donc, de l'équipe EIGS de la SRA Grand Est. On va vous expliquer l'origine de la création de cet outil. Ensuite, on va vous présenter donc l'outil en lui-même, donc la présentation de la carte mentale. Ensuite, on va vous présenter donc les bonnes pratiques que l'on attend donc en identito-vigilance, pardon. Il y aurait une partie donc quiz avec quelques questions pour voir si vous avez compris ce qui vous aura été dit. Et ensuite, pour terminer donc ce webinaire, un temps d'échange au cours duquel vous pourrez donc nous poser vos questions à l'issue de la présentation. Je vais donc passer la parole au docteur Martin qui va se présenter. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors excuse-moi Émilie, mais je ne suis pas sûr que on ait le diaporama sur l'écran. Ah bon? Ah, est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez le diaporama? Non, on ne le voit pas. Non, Ah, on l'a pas. Il me semblait bien. Merci beaucoup. Merci Olivier de me le dire. Je vais donc m'occuper de régler ce petit souci. Hop. Heureusement que vous me le dites maintenant. Oui, il me semblait bien. Alors je ne savais pas si c'était parce que j'étais aussi connecté sur. Non, non. Donc je reviens. Donc voilà, excusez-moi. Du coup, Alors, je ne sais pas si c'est à nous. du coup, je reviens donc sur le sommaire très brièvement. Donc, la première partie du webinaire, donc la présentation de l'équipe de la SRA Grand Est. La deuxième partie, donc la présentation, donc enfin les explications plutôt à l'origine donc de la création de l'outil. Ensuite, la présentation de l'outil en lui-même, donc la carte mentale dédiée donc à l'identito-vigilance, qui va donc intégrer le kit EIGS déjà existant donc de la SRA Grand Est. Une quatrième partie où on va vous expliquer donc les bonnes pratiques attendues en matière d'identito-vigilance pour vous aider à identifier vos résidents pour donc tout au long de leur parcours. Une dernière étape, donc ça sera un petit quiz pour animer un petit peu donc cette matinée et ensuite un temps d'échange à l'issue de la présentation. Donc je passe donc la parole du coup à Olivier. Je ne sais pas, pareil, s'il y a des questions, si vous avez prévu de les faire à la fin ou si les gens le font dans le chat. Alors, c'est ce que j'ai expliqué au préalable, Olivier. Donc, il y aura effectivement, ils peuvent poser les questions dans le chat au préalable. Et donc, le temps d'échange sera donc à l'issue, vraiment en dernière partie, où on va réactiver les micros pour que les personnes puissent prendre la parole directement. Parfait, très bien. Voilà. Comme ça laisse le temps aux gens de rentrer doucement pour ceux qui arrivent en Voilà, retard. tout à fait. Donc voilà, donc l'équipe EIGS de la structure régionale d'appui du Grand Est. Donc je laisse déjà se présenter Émilie, mais Émilie s'est déjà présentée. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, je te laisse. Oui, très brièvement. Donc, moi, je suis Émilie Stenfeld. Certains peut-être me connaissent déjà. Donc, je suis infirmière chargée de mission depuis bientôt 5 ans à la SRA Grand Est. Avant d'occuper ce poste, j'étais donc infirmière en secteur de soins, en chirurgie vasculaire principalement, dans le secteur privé. Et donc, ma mission principale, c'est d'accompagner donc au sein de l'équipe EIGS les établissements, que ce soit sanitaires, médico-sociaux, dans l'analyse des causes profondes des événements indésirables graves associés aux soins. Voilà pour moi. Je vous Merci laisse la Émilie. parole, Olivier.
Donc, je suis Olivier Martin, je suis médecin coordonnateur de la structure régionale d'appui depuis son existence, finalement, on va dire. Je suis également praticien hospitalier en médecine polyvalente et expert EIGS auprès de l'HAS. Voilà. L'équipe EIGS sur la SRA Grand Est est également. On est également accompagné par le docteur Lucie Cassé, qui est médecin de santé publique et qui est situé sur Strasbourg. Voilà. Je vais Merci. laisser la parole à Ségolène Oui, tout à pour fait. présenter l'équipe d'identito-vigilance. Voilà, bonjour. Donc, l'équipe, la cellule régionale d'identito-vigilance est composée du docteur Arnaud Etienne, qui est le référent sur la thématique identito pour l'ARS. Alors, il s'excuse, il ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il a énormément de missions. L'identito en fait partie, mais ce n'est pas la seule. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ségolène Barre, la référente régionale en identito-vigilance. Je suis postée au grade Pulsi et j'accompagne toutes les structures de santé de Grand Est, qu'ils soient ou non membres de Pulsi. J'adresse quand même principalement les établissements de santé, les grosses structures et les structures médico-sociales. Normalement, je n'adresse pas la ville, mais si la ville a besoin de moi pour l'identito, j'y vais. Voilà. Merci beaucoup, Ségolène. Du coup, je vous laisse la parole, Olivier, pour la suite. Alors, on va parler un petit peu des missions des événements indésirables graves associés aux soins. C'est la principale mission de la structure régionale d'appui qui est issue du décret du 25 novembre 2016 qui précisait la mise en place de structures régionales d'appui pour appuyer les professionnels de la ville, les professionnels des établissements médico-sociaux et du sanitaire sur la déclaration et l'appui des événements indésirables graves associés aux soins. Donc, c'est une déclaration obligatoire et cette déclaration elle doit se faire sur un portail national qui est le même pour tout le monde, à destination en premier des ARS et ensuite de l'HAS. Alors, la structure régionale d'appui, on a aussi d'autres missions, notamment sur les démarches d'amélioration de la qualité, de la sécurité des prises en charge des patients, sur la gestion des risques, le suivi des certifications. La SRA a surtout pour mission d'accompagner les professionnels de santé au signalement et à l'analyse des EIGS. Je répète, c'est vraiment sa mission principale, mais c'est vrai qu'on a des missions secondaires via des formations, via des conseils, sur la gestion des risques et sur les démarches d'amélioration. Alors, pourquoi ce groupe de travail EIGS médico-social? Il s'est basé sur les barrières, finalement, les barrières en identito-vigilance. En fait, c'est un constat qu'on a fait où on remarquait d'une façon générale quand vous faites une déclaration d'événements indésirables graves associés aux soins, les barrières sont jamais décrites ou très rarement décrites. Et on trouvait ça un petit peu dommage. On ne savait pas par quels moyens on pouvait essayer de retrouver ces barrières dans les descriptions. Et je crois qu'en fait, ça ne paraissait pas évident aux gens de décrire ces barrières. C'est un mot voilà, qui se retrouve un petit peu là. On ne savait pas trop, les gens ne comprennent pas bien à quoi ça peut servir, etc. L'idée nous est venue de travailler finalement sur les barrières en identito-vigilance dans les établissements médico-sociaux parce que ça nous permettait de sécuriser un peu ce parcours où la fréquence finalement des signalements et des problématiques dans ce parcours était extrêmement fréquente. Donc, on est parti à partir de ce constat, on est parti sur ce travail qui nous a permis également de réaliser un outil qui est intégré dans le kit EIGS et qui est mis à jour régulièrement. Merci Olivier. Je vous laisse encore la parole sur les données chiffrées. Alors, les données chiffrées, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Les derniers chiffres ne sont pas tout récents, mais le constat également est la quantité, la masse du nombre d'erreurs ou d'EIGS ou d'erreurs tout simplement liées aux problématiques d'identito-vigilance sont extrêmement importantes. Là, vous avez des références 2020
où on retrouve 14% des erreurs de patients parmi 256 déclarations analysées. Au niveau de la transfusion sanguine, dans les événements indésirables, on en retrouvait 30%, ce qui est énorme. Ça, c'est un chiffre de décembre 2022. On retrouvait sur 43 000 dossiers patients analysés, on retrouvait plus de 3% d'erreurs d'identification des patients, donc qui ne mènent pas automatiquement aux EIGS, et heureusement. Mais ceci dit, on voit bien que le volume des erreurs d'identification est extrêmement important et surtout largement sous-évalué, et ça, on le sait. Voilà. Alors, quelques données chiffrées également. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les... Pardon, Ségolène, oui. Excusez-moi, je voulais dire en effet que c'est très sous-évalué parce que comme ce n'est pas une vigilance réglementaire, à part l'analyse des causes profondes, toutes les petites, on va dire, erreurs d'identification ne sont pas comptabilisées et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Merci. Tout à fait. Et puis, pour autant, je suis expert EIGS au niveau de l'HAS, mais on peut balayer devant notre porte. Ce n'est pas aussi ni une vigilance, ni une erreur qu'on retrouve qui est chiffrée strictement comme ça. C'est-à-dire que ces erreurs d'identité-vigilance, on les retrouve dans différentes erreurs. Celles qui sont liées aux soins, celles qui sont pour le patient contre lui-même, les erreurs médicamenteuses, les erreurs de procédure, etc. Ces erreurs d'identité-vigilance, on les retrouve dans toutes ces erreurs. Donc, elles ne sont pas décrites à proprement parler. Et c'est un petit peu dommage parce que finalement, si on les décrivait directement propres à une erreur d'identité-vigilance, je pense qu'elle serait sur le podium, clairement. Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu diluées dans toutes ces erreurs et c'est quelque chose qui n'est pas directement décrit. Voilà pourquoi elles sont mal valorisées, mal décrites. Pour autant, on les voit extrêmement souvent et c'est pour ça que ce travail a été réalisé. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, hein, comme l'a dit Olivier, donc le gros du travail, c'était effectivement de pouvoir valoriser le travail que vous faites dans la prise en charge de vos résidents, puisque lors de la réalisation de votre volet 2, hein, quand il y a une déclaration de IGS, ça se passe en deux parties. Une première déclaration avec les éléments, les premiers éléments, et une seconde avec votre analyse de cause profonde. Et c'est à ce moment-là où on vous demande de décrire donc les barrières de sécurité qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné. D'où ce travail, effectivement, puisqu'on s'est aperçu que le terme barrière était peut-être mal interprété et donc était effectivement très peu décrite. Pourquoi ce choix d'une carte mentale? C'était pour que ça soit peut-être un petit peu plus visuel et que ça puisse être exploité et peut-être même affiché au sein de vos établissements pour faire comprendre à vos soignants aussi ce que c'est une barrière. Qu'est-ce que réellement on appelle une barrière de sécurité et pourquoi effectivement l'identito-vigilance, comme le disait Olivier, c'est largement sous-évalué et effectivement c'est dilué dans les erreurs qui sont relevées dans les EIGS. Mais si effectivement l'identito-vigilance était une vigilance à part pour laquelle il y aurait une demande de déclaration à part, ça serait effectivement énorme en termes de chiffres, puisque toutes ces erreurs d'identito se retrouvent partout, notamment majoritairement, je dirais, dans les erreurs médicamenteuses. C'est celles qui sont le plus décrites, mais dans un tas d'autres erreurs qui sont des causes de nos EIGS. Comme le disait Olivier, hein, les EIGS, avant d'atteindre le IGS, il y a tout un tas d'événements précurseurs ou alors des événements qui sont qualifiés non graves pour lesquels il n'est pas attendu de déclaration, mais en tout cas c'est un continuum. Donc si on peut sécuriser le parcours de nos résidents avec la mise en place de ces barrières de sécurité, avoir une vigilance tout au long finalement de l'étape de nos résidents en EHPAD, c'est l'objectif en tout cas du travail qui a été mis en œuvre par la ICERA Grand Est. Donc maintenant, je vais vous je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pourrez retrouver sur cette carte
carte mentale. Donc, comme on vous l'a dit, cette carte mentale, on a essayé de regrouper un petit peu toutes les étapes d'un parcours résident en EHPAD, en partant du côté gauche de la préadmission, en allant donc sur le côté droit, en exploitant tout ce qui peut arriver tout au long du parcours d'un résident, la préadmission, l'admission, les soins et les accompagnements du résident donc au quotidien, les transferts éventuels vers d'autres structures. Donc, on a imaginé transfert en imagerie, en consultation spécialisée, une hospitalisation en urgence ou une hospitalisation programmée. Et puis, les sorties qui sont non médicales, qui interviennent au quotidien pour nos résidents, que ce soit des vacances, des activités donc en dehors de la structure, et donc les vigilances à avoir au retour de la structure suite au transfert ou à ces sorties donc non médicales. Donc sur le côté gauche, vous avez donc la première étape. La première étape, c'est la préadmission dans la structure. Avant d'être admis en EHPAD, il y a donc une commission d'admission. Et donc cette première étape, ça va donc être de transmettre le livret d'accueil, où il va donc être précisé la procédure d'accueil dans la structure et la liste des pièces d'identité officielles. On va en parler. Ségolène va vous décrire effectivement par la suite ce qu'on appelle une pièce d'identité officielle. C'est très important. Et donc, on peut également à cette étape procéder au pré-enregistrement des informations administratives et médicales. C'est une première barrière pour sécuriser la prise en charge et sécuriser donc l'identité de nos résidents. La deuxième étape, c'est l'admission définitive donc dans la structure. Il est bon au sein de vos établissements d'avoir une procédure spécifique à l'accueil administratif et une procédure également sur la création du dossier administratif et du dossier de soins. C'est une étape qui va sécuriser, éviter des collisions d'identité ou des doublons qui peuvent avoir lieu lors de la création de vos dossiers. Ségolène y reviendra. Une procédure d'identito-vigilance, évidemment, dédiée à l'accompagnement des résidents à chaque étape, que ce soit au niveau des soins ou de l'accompagnement du résident au quotidien. Il est bon d'avoir cette procédure d'identito-vigilance qui est existante et qui va être basée sur le référentiel national d'identito-vigilance. L'étape ultime, je dirais, au moment de l'admission, c'est d'aller vérifier l'identité sur les documents à haut niveau de confiance. Donc, on va redécrire par la suite ce que c'est un document à haut niveau de confiance. Ensuite, on va confirmer l'identité qui aura été recueillie lors de la préadmission de notre résident. Et puis, il est bon d'avoir des procédures également sur la gestion, je vous en parlais, des doublons ou des collisions d'identité. Ensuite, on peut sensibiliser donc via un système d'affichage ou autre l'ensemble des personnes qui vont être actrices de la prise en charge de nos résidents et donc qui vont être amenées à vérifier l'identité pour leur prise en charge. Et donc, ça peut également passer par une formation spécifique et adaptée à chaque acteur qui va être amené à recueillir l'identité du résident, que ce soit pour la préadmission ou l'admission ou par la suite, effectivement, dans la prise en charge de notre résident au quotidien. Et puis, il est bon d'avoir ce qu'on appelle une cartographie des risques pour recenser également les risques liés à l'identito-vigilance lors de la prise en charge de vos résidents. Ensuite, on va partir donc sur les soins et accompagnement du résident au quotidien. C'est ce qui va occuper la grande partie. Voilà, c'est vos soignants qui vont être en face du résident ou personnel administratif. Et donc, au quotidien, il y aura une vérification de l'identité du résident, par exemple au moment de l'administration des médicaments. C'est l'erreur, on va dire, la plus fréquente, je vous le disais en préambule. Donc, ces erreurs au moment de l'administration ou de la distribution des médicaments. Donc, on va lui faire décliner son identité s'il est en capacité, on le sait, de décliner l'identité.
effectivement, face à des patients qui sont incohérents, désorientés, il peut être bon, avec le recueil du consentement de la famille et du résident, de poser un bracelet d'identité chez ces résidents qui sont en incapacité de décliner leur identité. Ça va être une étape qui va permettre de sécuriser la prise en charge des résidents. On peut aussi penser à l'utilisation d'une photographie dans le dossier ou un trombinoscope. Je sais que c'est décliné dans pas mal d'établissements médico-sociaux et en EHPAD notamment. On peut apposer le nom de l'usager sur la porte de sa chambre. On va évidemment appliquer la règle des 5 B avant l'administration médicamenteuse. On va procéder à l'identification des plateaux repas avec un contrôle de cohérence entre l'identité de l'usager et du plateau repas pour éviter les problèmes de mauvaise texture qui vont être à l'origine de fausses routes et éventuellement d'événements indésirables graves associés aux soins ou les problèmes d'allergie. Puisque c'est les grosses problématiques qu'on retrouve donc sur ces plateaux repas. On aura une vigilance accrue devant toute modification de la prise en charge de notre résident. Il peut y avoir des prises en charge qui vont être modifiées avec des désinfections spécifiques, je pense aux ASH, lors des périodes d'épidémie, de gastro-entérite, de Covid, des changements de traitement. Et puis également les préparations qui peuvent être spécifiques, notamment au moment où on va préparer notre résident pour une intervention, où il peut avoir des changements voilà, sur la prise en charge du résident. Ensuite, on a parlé donc des transferts qui peuvent être organisés donc, de votre établissement vers d'autres structures. C'est une étape qui est très importante, qui doit être hyper sécurisée pour nos résidents. C'est à l'origine de nombreuses erreurs. Et donc, on va pouvoir être amené à poser un bracelet, toujours après le recueil du consentement, que ce soit du résident qui est en capacité de décliner ou non son identité et de la famille, après avoir au préalable vérifié l'identité du résident par le personnel de l'EHPAD. On va vous expliquer par la suite comment on peut vérifier l'identité, par quel biais pour ne pas influencer les réponses du résident notamment. Ensuite, on va avoir cette étape de préparation des documents et du dossier donc en vue du transfert de celui-ci. On va vérifier l'identité de l'usager au moment du départ par la personne qui va être amenée à faire le transport. Donc, c'est que ce soit l'ambulancier ou je pense au taxi. Hein, quelquefois, les résidents sont amenés en taxi. Donc, cette étape de vérification au moment de la prise en charge à l'EHPAD est hyper importante, ainsi que la cohérence avec les informations qu'on va donner donc à la personne en charge du transport de nos résidents et vérifier donc les documents aussi présents sur les supports qu'on va transmettre. On va s'assurer donc de l'accompagnement du transporteur auprès du service destinataire de la prise en charge du bon usager qui va vérifier à réception donc de notre résident et du dossier l'identité du résident. On pense à prévoir donc une copie de la pièce d'identité dans le dossier qui va accompagner donc le résident. Ensuite, on a donc d'autres sorties de notre structure, donc les sorties non médicales. On pense aux activités en dehors de la structure ou aux éventuelles vacances. Donc, on peut être amené, comme je le disais, toujours après recueil du consentement, à poser un bracelet une fois que la vérification de l'identité aura été faite par le personnel de l'EHPAD, donc l'identité du résident. On va préparer le trousseau, éventuellement, si on pense aux vacances, avec les prescriptions médicales, les médicaments, les papiers administratifs qui vont suivre notre résident pour ce transfert, cette sortie non médicale. On va vérifier l'identité de l'usager, donc effectivement, à chaque étape.
Ensuite, on pense au retour dans la structure. Une fois que notre résident va revenir, il va falloir donc vérifier que ce soit après une hospitalisation, après une consultation, après une radio. On va vérifier la concordance des documents qui vont être remis au retour du résident et s'assurer de la bonne traçabilité des transmissions au sein de notre dossier informatisé du résident. Sur la deuxième, vous avez donc cette première page sur la carte mentale, vous avez une seconde page où là, on va plutôt aborder ce que c'est l'INS, donc l'identité nationale de santé. Et à quoi ça sert. Donc, vous avez un petit QR code pour aller investiguer de manière un petit peu plus complète l'INS. On vous décrit ce que c'est une barrière de sécurité en termes de qualité. Vous avez 3 types de barrières. Vous avez les barrières de prévention qui vont empêcher donc la survenue de l'erreur et de l'accident. Les barrières de récupération, là, c'est une fois que l'erreur elle est commise, elle peut être récupérée avant d'avoir des conséquences graves. Et les barrières d'atténuation, donc là, l'accident est avéré, mais les conséquences sont limitées grâce à la mise en place de ces barrières d'atténuation. Et donc la troisième petite partie, c'est comment recueillir concrètement l'identité de notre patient, notre usager, notre résident. Donc en privilégiant, on l'a dit, un document d'identité à haut niveau de confiance. On pense à la carte nationale d'identité, au passeport. On va s'interroger donc sur la manière d'interroger justement notre patient ou notre résident en posant donc des questions ouvertes. Pouvez-vous me donner votre date de naissance ? On va faire participer le résident, c'est hyper important de le faire participer tout au long de la prise en charge, évidemment en fonction de ses capacités. Et donc, on va utiliser des outils d'aide à l'identification comme le bracelet, les checklists ou d'autres outils que vous pouvez avoir en interne. Voilà. Le but de cette carte mentale, c'est pas d'être forcément exhaustif. On peut pas l'être. Il y a certainement des choses que vous avez mises en place en interne chez vous, dans vos établissements, que je n'ai pas citées. Le but, c'est simplement d'aller s'interroger et peut-être de se dire, effectivement, nous, on n'a pas ça en place. Ça serait bien peut-être de se pencher sur cette procédure ou alors de la retravailler ou voilà, c'est d'être en alerte. On vous propose cet outil pour vous aider. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, on a vraiment essayé d'être assez synthétique au niveau de toutes les étapes de prise en charge de vos résidents. Du coup, je vais laisser la parole à Ségolène qui va vous expliquer un petit peu plus en détail comment recueillir donc l'identité du résident. Donc, rebonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. La première étape, l'identification primaire. Donc, c'est vraiment la création ou la modification de l'identité de votre résident dans votre DUI. Voilà. Comment on fait? De quoi on a besoin? Donc, les documents au niveau de confiance. Je crois que c'est une slide après. L'important, c'est vraiment de faire participer l'usager, de lui poser les questions. Et là, on a ciblé un cas particulier quand c'est un document d'identité étranger. Souvent, vous avez des difficultés à lire ces documents. Vous ne savez pas comment faire parce que les appellations ne sont pas les mêmes que sur nos documents. Alors, sachez que pour vous aider, le 3RIV a mis à disposition une fiche pratique qui reprend énormément de spécimens de documents. C'est la fiche pratique numéro 1. Tout à l'heure, je vous mettrai le lien vers les fiches pratiques pour que vous puissiez la télécharger. On a également réalisé un webinaire qui vous décrit comment lire ces documents. C'est pareil, je vous mettrai le lien. C'est important pour vous de leur demander, avec vos mots à vous, quel est le nom de votre père, comment vous appeliez quand vous étiez enfant. Et s'il y a une barrière de la langue, sachez également que vous pouvez avoir à disposition des fiches traduites dans plusieurs langues pour recueillir l'identité. Donc, quand je dis il y a plusieurs langues, je les ai notées, comme ça je suis sûre. On a des fiches en anglais, en allemand, en chinois, du coup c'est plutôt en mandarin,
en italien, en espagnol, en grec, en russe, en arabe, en portugais. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés à lire les documents d'identité portugais parce que souvent, ils ont beaucoup de prénoms et beaucoup de noms de famille et ça perturbe les personnes qui doivent recueillir l'identité. Et en ukrainien. Donc là, c'est pareil. Si vous avez besoin de documents qui vous aident à recueillir l'identité des personnes d'origine étrangère, vous pouvez m'envoyer, je vous mettrai mon mail pour que je puisse vous envoyer ces documents types. C'est rédigé à la fois en français pour vous et à la fois dans la langue de la personne. C'est important aussi de bien leur demander leur nom de naissance parce qu'il y a dans certains pays, sur les documents d'identité, par exemple les pays du Commonwealth, le nom de naissance disparaît au profit du nom d'épouse sur les documents. Donc là, ça peut être un peu, pour vous, ça peut être un peu perturbateur, oui, perturbant plutôt. Donc voilà, c'est l'important également, si la personne est en capacité de vous répondre, n'hésitez pas à lui demander d'écrire, d'épeler son nom. Et ça, c'est bon aussi pour vous, hein, dans la vie de tous les jours, quand vous avez les rendez-vous médicaux, s'il vous plaît, n'hésitez pas à épeler votre nom de famille, parce qu'il peut y avoir des soucis sur les noms. Je vous donne un exemple, je m'appelle Madame Barr, ça s'écrit B-A-R-D, ça pourrait être B-A-2-R-E, B-A-R-T-H. Et c'est pareil pour vos patients, et il n'y a rien, enfin vos résidents, et il n'y a rien de pire que de confondre deux résidents sur une homonymie ou sur une homophonie. Si vous n'arrivez pas à obtenir le nom de naissance du résident sur le papier, demandez-lui et saisissez ce qu'il vous indique. C'est important. C'est vraiment ce qui est déclaré par le résident qui fera foi si vous n'avez pas un document à haut niveau de confiance. Un document au niveau de confiance, on va le voir après. Ou si vous n'arrivez pas à le lire, ou s'il y a, ça arrive aussi, sur certains documents, les patients, les résidents peuvent avoir XXX en nom de naissance. Là, le RNIV vous indiquera d'inscrire dans votre logiciel en majuscule, tout attaché, sans nom. Mais là, votre DUI, puisque normalement il est bien fait, vous permettra, dans non utilisé, d'inscrire ce que le résident vous indique. Et aussi, je ne suis pas sûre qu'on le dit après, donc c'est très très important. Les très stricts, c'est le nom de naissance, le prénom de naissance. Mais dans la vie de tous les jours, il est possible que vos résidents utilisent des autres prénoms ou des autres noms. C'est très connu qu'il y a beaucoup de Paulettes qui sont appelées Lucette, par exemple. C'est important pour faciliter votre rapport à eux et le rapport soignant-soigné de renseigner, c'est même une obligation inscrite dans le référentiel national d'identité-vigilance, de renseigner ces données dans votre logiciel. Si le nom ou le prénom utilisé par la personne n'est pas son prénom de naissance, vous devez, je vous vois madame en haut, dans le coin avec les lunettes, vous vous posez des questions. Si ça ne va pas, demandez-moi. Après, quand on sera dans la partie des questions, vous devez renseigner ces informations. C'est une obligation. Et un nom utilisé n'est pas forcément le nom d'épouse. Important aussi. Si la personne ne veut absolument pas utiliser le nom d'épouse qui est renseigné sur son document d'identité, il ne faut pas le remplir, puisque ce n'est pas le nom qu'elle utilise réellement dans la vie de tous les jours. Pardon, je suis intarissable, hein, désolée. Voilà. Alors, comment on recueille correctement, comment on réalise cette identification primaire? Voilà. Ils ont noté des bulles sur le PowerPoint parce que c'est des questions que vous vous posez souvent. Donc déjà, est-ce que vous pouvez valider l'identité sur une photocopie? Parce que quand les personnes sont inscrites dans vos EHPAD, généralement, vous demandez toute une flopée de papier, que ce soit les avis d'impôt, une copie de la pièce d'identité. Oui, mais non. Vous pouvez préparer le dossier, mais vous ne pouvez pas valider l'identité sur une copie. Vous devez avoir au moins une fois la vraie pièce en même temps que votre résident. Une fois, juste une fois. Mais c'est une obligation. La copie, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne que dans un cas très précis. Vous pouvez, si vous avez la carte en tant qu'EHPAD, faire une copie, la donner dans une enveloppe cachetée à l'ambulancier qui va emmener le résident dans une autre structure de soins ou pour un rendez-vous médical. Là, la structure qui le recevra pourra valider sur la copie. Mais c'est uniquement dans ce cas-là. Vous ne pourrez pas valider sur une copie. La copie, c'est vraiment dans le cas d'un transfert médical.
Si vous avez 2 documents discordants, ça arrive aussi, il vous présente 2 documents d'identité, c'est pas la même date de naissance ou c'est pas le même nom. Dans l'ancienne version du RNIV, la consigne c'était on privilégie le passeport ou on privilégie le document le plus récent. Et puis avec les retours du terrain, on s'est rendu compte, en fait, c'était pas forcément la bonne solution. Donc, quand on a 2 documents discordants, on doit retenir celui qui contient la véritable identité et inciter le résident à toujours présenter ce document. Une fois qu'il a été décidé que c'était, mettons, le passeport qui a les bonnes informations, vous lui dites, OK, mais maintenant, vous présentez toujours le passeport et pas le deuxième document. Voilà. Et la question piège, vous avez une identité approchante dans votre système, est-ce que vous pouvez la modifier et faire l'admission? Non. Non, parce que il est possible que ça soit approchant, mais que ça ne soit pas votre résident. Et là, si jamais vous prenez le dossier d'un autre résident, vous risquez de réaliser une collision. Alors, sans le vouloir, hein, vous vous êtes dit, ah, c'est tout bon, c'est presque lui, il manque juste un L à Muller. Oui, mais non, c'était l'autre monsieur Muller. Et là, on risque une collision. Et une collision, c'est un risque médical pour votre résident. On a écrit en dessous, donc oui, formaliser les procédures. C'est pareil, ça c'est une obligation dans le RNIV. Alors je crois qu'on parle du RNIV derrière, donc je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, mais vous avez une obligation de rédiger une charte. Et dans cette charte, vous devez décrire vos procédures. Donc vos procédures d'admission, vos procédures d'identification primaire, mais également vos procédures d'identification secondaire. Parce que c'est un peu... Souvent, on oublie, on se dit que ce n'est pas important, on se dit qu'on n'a pas le temps de redemander un nom, de redemander une date de naissance, alors qu'en fait, c'est comme ça qu'on respecte le bon protocole et qu'on ne crée pas de risque médical. C'est jamais une perte de temps, en fait. Au contraire, c'est se faire gagner une chance de ne pas créer un événement indésirable. Voilà. Les rétextes, les partages d'expériences. Donc, n'hésitez pas. Ils sont parfaits, la SRA. Enfin, pour avoir vu tout ce qu'ils font, leur accompagnement, ils peuvent vraiment vous accompagner sur tous les événements indésirables. N'hésitez pas à les solliciter. Vraiment. C'est une structure où je me dis qu'ils ont vraiment un intérêt. C'est la SRA. Autant il existe plein de petites structures, mais eux, c'est une petite, mais qui a une grosse force. Donc, voilà. Et puis, si vous avez besoin, la cellule régionale d'identité-vigilance, on organise des webinaires. Si vous avez des difficultés à qualifier les identités de vos patients, il y a une structure l'autre jour qui m'a posé également des questions par rapport aux barrières en identito. On est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous accompagner. S'il faut, on vient vous voir, on regarde comment ça se passe sur place, on peut faire des audits. N'hésitez pas à nous solliciter. Alors, on est aussi une toute petite équipe, mais n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour vous. Voilà. Merci Ségolène pour les félicitations. Ah mais non, mais je le pense vraiment, alors c'est le moment ou jamais de le dire. Merci beaucoup. Non, mais effectivement, n'hésitez pas à nous solliciter pour l'accompagnement. Et on est donc sur l'accompagnement sur l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins. Quand on parle de retour d'expérience, vous pouvez retrouver tous nos retours d'expérience via des fiches rétex, via un Vademecum qui est publié de manière annuelle. Tout ça, c'est en libre accès sur notre site internet, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous repasse la parole, Ségolène. Qui sont les acteurs de l'identito-vigilance? Là, c'est facile, c'est tout le monde. C'est tout le monde et ce, à toutes les étapes. Le résident doit absolument, alors évidemment, par rapport à ses capacités, c'est sûr que si les non-communicants, c'est plus difficile, mais il doit lui aussi être acteur de sa bonne identification. C'est important de le faire participer, ses proches aussi, s'il ne peut pas, mais c'est également tous les professionnels de la structure. Parce que tout à l'heure, on a dit professionnels de santé, professionnels administratifs, mais tous, parce qu'on le redit encore, une aide-soignante, donner un plateau repas, c'est un soin, le soin nutritionnel. Et si on se trompe, il peut y avoir des risques de fausses routes, des allergies alimentaires. Et puis, il faut les surveiller parce que je les connais un peu, vos résidents en EHPAD. Des fois, on met des médicaments dans les yaourts, mais ils n'aiment pas le yaourt à la banane. Ils vont échanger avec celui d'à côté, le yaourt à la fraise. Et c'est comme ça que des erreurs médicamenteuses arrivent aussi. Donc, on est tous impliqués, on fait tous attention à l'identification des résidents. C'est important de surveiller, de les interroger, de le faire vraiment par le biais. Vous m'aviez dit quoi? Comment? Vous étiez né en quelle année déjà?
hop, une petite question sympa. Pas amener ça sur le biais de l'interrogatoire. Et en plus, on le sait, ils habitent là. Ils sont là, donc ils ne comprennent pas toujours pourquoi on leur redemande leur nom, leur date de naissance. Ils peuvent se dire, on teste, mais on se demande si j'ai Alzheimer ou si plutôt eux qui ont Alzheimer. Non, vraiment, dans la première barrière, au tout début, c'était écrit envoyer le livret d'accueil. Eh bien, c'est important, dans votre livret d'accueil, de parler également de l'identito-vigilance, de dire, voilà, dans notre structure, on respecte les bonnes pratiques d'identito-vigilance et on va vous interroger plusieurs fois pour votre sécurité. On va vous poser des questions, n'ayez pas peur. Et c'est pour vous protéger, vous, résidents, et c'est pour nous protéger, nous. Dans les structures aussi, on sait qu'il y a du turnover. C'est une façon également d'expliquer aux résidents, ben voilà, cette dame, elle vous redemande parce qu'elle ne vous connaît pas. Elle ne vous a jamais vu. C'est important qu'elle soit sûre que vous êtes bien vous. Je pense que vous êtes tous dans la bienveillance et expliquer l'identito-vigilance, ça fait partie de la bienveillance. Voilà. Alors, qui sont les acteurs de l'identito-vigilance? Tous, tout le monde, donc les professionnels de santé, mais également les résidents, les usagers. Nous sommes tous des usagers du système de soins. On doit être acteurs de notre identito-vigilance, je vous le disais tout à l'heure. Et puis, tout ça, ça rentre dans un cadre juridique. On a ce qu'on appelle le référentiel national d'identito-vigilance, qui est un document qui décrit les bonnes pratiques, qui donne des exigences et des recommandations en termes d'identification des usagers. Il y a différents volets. Donc déjà, nous tous, nous sommes concernés par le volet 1, qui reprend les principes communs, qui vous explique comment bien recueillir une identité, par exemple, qui vous réexplique les documents à haut niveau de confiance et le fait que vous ne pouvez pas vous appuyer sur une photocopie. Et puis en EHPAD, vous avez le volet 3. Le volet 3 qui vous rappelle vos exigences et les recommandations de bonne pratique qui ne sont pas forcément les mêmes que celles du CH à côté de vous ou du médecin libéral qui, lui, a le volet 4, même s'il n'est pas franchement informé qu'il a le volet 4. Vous êtes au courant, c'est le volet 3. Si vous ne l'avez pas, c'est pareil, je vais vous le faire parvenir. Et ce document va vous redécrire ce qu'on attend de vous. Donc, par exemple, l'exigence d'avoir un référent en identito-vigilance dans votre structure à partir du moment où vous avez 10 ETP, d'informer l'identification régionale, donc la cellule régionale d'identito-vigilance, du fait qu'il y a un référent, qui il est. Comme ça, la cellule peut prendre contact avec lui et, par exemple, le sensibiliser par le biais de webinaires, d'actions. Si on ne sait pas que vous avez un résident, si on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas vous apporter des informations. Et puis, donc, l'obligation d'avoir une charte, les procédures attendues, savoir que vous devez à la fois former les professionnels, mais sensibiliser les usagers. Ça, vous pouvez le faire également par le biais d'affichage. Tout ça, c'est bien expliqué dans ce document, le référentiel national d'identito-vigilance, qui est un document opposable. C'est important de le savoir. Hein. Et donc voilà, à partir du moment où il y a des exigences dedans et qu'il est opposable, il faut les respecter. Voilà. Il y avait une V1, c'était la première, il y avait 5 volets, et puis on l'a retravaillé avec les membres du Trois-Rives. Le Trois-Rives, c'est le réseau des référents régionaux en identito-vigilance, il y a au moins un référent par région. On l'a retravaillé avec les retours terrain, et il y a eu plus d'exigences. Alors les exigences, et si on les a entourées, ce n'est pas forcément vous, c'est et si, c'est votre DUI. Votre DUI doit respecter certaines conditions pour être conforme. Vous êtes concerné par les EXIPP, ce qu'on appelle les exigences de pratique professionnelle. Et là, c'est pareil, on voit qu'on en a plus entre la version 1 et la version 2. La version 2 est parue officiellement. Vous aurez le support, ne notez pas, je vous vois, ne soyez pas perdus. Ils vous le donneront. Donc, c'est paru le vendredi 13 décembre, c'est pas une blague, c'était pour nous porter chance. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a également fusionné le volet 00 et le volet 1, parce qu'en fait, le volet 00, c'était point essentiel et les gens lisaient que ça et se disaient, oh, bon, du coup, le reste, c'est pas important. Non. Donc, on a fusionné en principe commun pour dire que c'est ce tronc-là qui est important et que vous devez retenir. Donc, je vous le redis, vous avez le 00, principe commun, et le volet 3, structure non hospitalière.
Alors, les caractéristiques d'une identité. C'est bien parce que le docteur Berkan, elle a mis, elle est terrible, elle a mis des réflexions dans le chat. Donc, nous, notre identité, il y a plusieurs traits. On appelle les traits stricts et les traits complémentaires. Les traits stricts sont ceux qui sont stables dans le temps. Normalement, ils ne changent pas et c'est ce qui va également vous permettre de qualifier une identité. Je dis normalement, ils ne changent pas parce que ce n'est pas vraiment vrai. Mais on commence par le fait que normalement, ils sont stables. Donc, vous avez le nom de naissance, la date de naissance, le sexe, le premier prénom de naissance, la liste des prénoms de naissance. Ça, c'est ce qui est génial pour discriminer les homonymes, parce qu'il n'y a rien de plus qui ressemble à un Kevin Martin qu'un Kevin Martin, il faut le savoir. Mais s'il a un deuxième prénom, avec un peu de chance, ce n'est pas le même Kevin Martin. Le lieu de naissance, le matricule INS, ça aussi c'est important de le noter. Le matricule INS peut, mais n'est pas nécessairement votre numéro de sécu. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça et il faut vraiment retenir que le numéro de sécurité sociale, ça sert à la facturation des soins. Un numéro de sécurité sociale peut être partagé entre plusieurs personnes, d'accord? Alors que votre matricule INS vous est unique et donc est unique à vos résidents. Tout le monde n'a pas d'INS. Vous allez vous poser aussi la question, quand vous allez commencer, si ce n'est pas encore le cas, à qualifier les identités de vos résidents, vous en aurez peut-être que vous ne trouverez pas parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires du régime de sécurité sociale pour X ou Y raison. Ils peuvent être à l'AME, voilà, par exemple, et donc pas d'INS. Mais grosso modo, vos résidents, 98%, auront une INS. Donc, on a choisi ces traits stricts qui sont stables, mais je vous le dis quand même, ils peuvent à peu près tous changer. Votre nom de naissance, vous pouvez en changer. Ça a été facilité en plus par la loi Vignal-Dupond-Moretti. La date de naissance. Alors oui, je sais que vous n'êtes pas au courant, mais si on peut en changer. Et non, ce n'est pas pour se rajeunir de 10 ans. Et non, ce n'est pas pour partir plutôt en retraite. Ce n'est pas comme ça. C'est pour les personnes qui ont été adoptées à l'étranger. On n'était pas vraiment sûr de la date de naissance et donc elle peut être modifiée. Le sexe peut être modifié. Et souvent, quand on change de sexe, on change aussi son premier prénom de naissance. Parce que si on ressemble désormais à une Ginette, on n'a pas envie de continuer à s'appeler Lucien. Voilà. Donc, et ça, si vous faites un des changements sur un des traits stricts, ça va entraîner un changement de votre INS. Donc, lui aussi, et le matricule, si vous changez de sexe, on passe du 1 au 2 ou du 2 au 1. Donc, voilà. Mais néanmoins, ce sont les traits les plus stricts qui vous permettent vraiment d'identifier un usager. Ensuite viennent tous les traits complémentaires qui vont vous permettre d'être sûr que c'est bien lui et pas un homonyme. Là, ça peut changer dans le temps. Ça va être l'adresse postale, le numéro de téléphone, les noms et prénoms utilisés dans la vie courante. Toutes ces petites choses qui individualisent votre résident et qui font que alors vous avez peut-être que votre Lucien Martin de la 302 n'est pas le Lucien Martin de la 407. Ça, c'est important aussi au niveau des barrières. Quand on a des homonymes, on s'arrange pour ne pas les mettre au même étage ou pas dans le même service. C'est hyper important. Les dispositifs d'identification, les fameux dispositifs à haut niveau de confiance. Alors, je le dis tout de suite, puisque c'est en bas, non, la carte vitale, ça marche pas. La carte vitale, c'est comme le numéro de sécu, c'est pour la facturation, associez ça à un moyen de paiement. L'application carte vitale vous permet, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de vos résidents qui se promènent avec un smartphone et une application carte vitale. Mais notez-le quand même dans le coin de votre tête, mais en plus, en tant que membre du Trois-Rives, je vous en parle parce que ça existe, l'application carte vitale embarque une identité que le national souhaite qualifier. Nous, Trois-Rives, on vous met une recommandation qui dit qu'on préfère que ça soit une identité dite récupérée et que vous vérifiez quand même, avec un dispositif à haut niveau de confiance autre, l'identité de votre résident. Voilà. Mais ça, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez suivre le national ou les recommandations des référents en identito. Maintenant, dans la plupart des cas, vos usagers auront soit un passeport, soit une carte nationale d'identité, et ça marche pour les ressortissants de l'Europe et des pays alentours, une carte de séjour, un titre de séjour,
Il peut être permanent ou temporaire, ça marche. Ils peuvent tous être périmés, ça marche aussi. C'est important, parce que j'ai eu des questions comme ça. Madame Barre, je ne peux pas valider, la pièce d'identité, elle est périmée depuis 4 ans. Ça marche quand même. L'idée, c'est que vous devez reconnaître votre résident. Évidemment, si votre résident vous montre une vieille carte d'identité, vous savez, les vieux trucs en plein de morceaux, là, tout rescotché, et qu'il a 22 ans dessus, alors que maintenant il en a 87, vous n'êtes pas vraiment sûr que c'est lui. Là, ça ne marche pas. D'accord? Tant que vous pouvez le reconnaître, ça marche pour valider. Bon, bah, là, on est sur les EHPAD, donc on ne va pas parler de la partie pour les mineurs, mais ça marche aussi pour les personnes âgées en EHPAD, c'est très, très important. L'acte de naissance ou le livret de famille, mais accompagné de sa carte vitale nominative avec photo. Ce qui s'est passé, c'est que dans la première version du RNIV, il n'y avait pas ça. En juin 2022, on a rajouté la possibilité de valider l'identité du résident sur la pièce d'un descendant. Et là, on s'est dit, mais non, mais on est hyper maltraitant parce que tout le monde n'a pas de descendant. Et en plus, c'est hyper infantilisant pour la personne. Donc, on est parti sur l'idée, l'acte de naissance ou le livret de famille, parce que ça, normalement, c'est possible. Vous pouvez demander un acte de naissance à la mairie. Vous pouvez demander l'acte de naissance de tout le monde du moment où il n'y a pas l'affiliation. Et normalement, ils ont une carte vitale nominative avec photo où c'est plus facile de la faire refaire. C'est pour ça que vous avez plus facile de valider l'identité de votre résident s'il n'a pas de pièce à vous montrer. Et puis donc, ça existe, mais vraiment pour vos résidents, je ne suis pas hyper sûre. Les dispositifs d'authentification à haut niveau de confiance, alors ça s'appelle EIADH, j'ai du mal avec ça, mais c'est les applications France Connect, l'identité numérique de la Poste, mais moi, je ne sais pas. Là, ma maman, elle doit faire une démarche en ligne. C'est pas une super senior, pourtant j'ai dû l'accompagner. Je ne suis pas vraiment sûre que les personnes. Après, peut-être, hein, il y a toujours des technophiles dans tous les âges, mais ça ne sera pas le moyen d'identification principal qu'ils vont vous montrer. Néanmoins, vous pouvez valider une identité avec ça. Mais attention, c'est pareil. Il y a des trucs à prendre en compte. Si c'est l'identité de. Attendez, je vais le retrouver. France Identité sur le téléphone. Voilà, ils peuvent avoir France Identité sur le téléphone. Pour que ça soit valide dans votre structure, ils doivent déverrouiller l'application devant vous. Si c'est juste vous donner le certificat qui sort de l'application, qui donne un PDF, du moment où il n'y a pas la photo, bah vous n'êtes pas sûr, il peut avoir attrapé le certificat PDF d'un autre. Donc, c'est OK pour le certificat PDF seulement si la personne déverrouille son smartphone devant vous. Donc, vous voyez, il y a des petites subtilités. Demandez-leur leur carte d'identité. Ils n'en ont plus. Demandez un extrait d'acte de naissance à la mairie. Beaucoup plus simple. Voilà. Merci Ségolène. Donc, on le rappelle. Désolée, quand je commence, je n'arrête plus. Il n'y a pas de souci, c'est hyper enrichissant. Je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. Et effectivement, on le dit, on le rappelle, la carte vitale ne permet en aucun cas de valider les traits qui sont enregistrés. C'est hyper important, ça peut être un peu le piège qu'on vous présente cette carte vitale. Le permis de conduire aussi, je ne l'ai pas dit. Alors non, absolument pas. Et ne me dites pas le nouveau permis, parce que je vous invite, si vous l'avez, il n'y a pas votre sexe dessus. Donc, paf, il manque déjà un des traits stricts, c'est éliminatoire. Voilà. Et c'est reparti. Alors, les deux types d'identification. L'identification primaire, l'identification secondaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'identification primaire, ça va être tout ce qui est création, modification d'un dossier, puis on attribue un niveau de confiance à l'identité. Le niveau le plus fort, c'est le niveau qualifié, mais il y a 4 statuts. Donc, en gros, les statuts de confiance, le niveau statut provisoire. Vous avez votre résident qui vient, il ne vous donne aucun papier, il vous dit « je suis Caroline Ingalls », bah, vous l'enregistrez tel quel, à provisoire. Si par contre, elle vous dit qu'elle est Caroline Ingalls et qu'elle vous montre une pièce d'identité, vous pouvez avoir une identité au statut validé, sauf si elle vous montre sa carte vitale. Elle reste à Caroline Ingalls provisoire. Là, vous avez la possibilité de réaliser dans votre outil un appel au téléservice INSI pour qualifier l'identité. Ça, je vous invite à ne le faire que quand vous avez une identité au statut validé. Parce que validé, ça veut dire que vous avez vu la pièce d'identité en même temps que le résident et que vous récupérez les informations du téléservice et que tout match. Là, ça va qualifier l'identité, c'est le plus haut niveau de confiance.
vous êtes sûr que c'est bien le bon usager et ça va vous permettre d'alimenter son DMP, son espace santé. Vous pourriez, mais je vous déconseille fortement de le faire, d'appeler le téléservice sur une identité au statut provisoire parce que si vous appelez Caroline Ingalls et qu'il vous en trouve une, bah, rien ne vous dira que c'est la vôtre. Parce que peut-être que, en fait, c'était Caroline Marie Ingalls et que vous avez Caroline Charlotte Ingalls, puisque vous n'avez pas vu sa pièce d'identité. Vous n'avez pas toutes les informations, vous risquez une collision. Donc, n'appelez jamais le téléservice sur une identité provisoire. Ça n'a pas d'intérêt en plus. Au mieux, vous aurez une identité récupérée. Vous ne pourrez rien en faire puisque vous ne pouvez pas alimenter le DMP. Et au pire, vous avez une collision qui est donc, je le répète, un risque d'une erreur médicale pour un usager. Donc, ne le faites pas. Passez-vous de ça. Un clic en moins, c'est toujours ça de prix. L'identification secondaire, ça va être systématiquement avant un acte de soin, et je le redis, le plateau repas, c'est un soin nutritionnel, de revérifier l'identité de l'usager par le biais de questions ouvertes. S'il est non communicant, vous regardez avec un trombinoscope, vous regardez avec le bracelet s'il en a un, mais vraiment avant tout acte de soin, c'est important. Et je pense que même si vous leur expliquez bien, comme je le disais tout à l'heure, ça peut devenir un jeu pour eux. Ils peuvent direct décliner leur identité en disant ah, ils veulent absolument leur yaourt à la fraise. Ils vont dire ah, je suis Madame Barr. Ne me confondez pas avec la Madame Barr d'à côté. Moi, c'est BARD. Important. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, le trombinoscope. Donc, il y a le recueil du consentement. Mais c'est important, de les reprendre souvent en photo. Parce qu'à partir d'un certain âge, ils ont tendance à décliner et à changer physiquement. Ou alors les traitements médicamenteux, ça peut leur faire perdre beaucoup de poids ou à l'inverse en prendre beaucoup. Et puis, jamais de trombinoscope en noir et blanc. Ça, c'est très mal perçu, ça fait photo mortuaire. Voilà. Merci Ségolène pour les précisions. Effectivement, hein, le trombinoscope a bien réactualisé. C'est hyper important, notamment, oui, comme le disait Ségolène, les prises de poids, les pertes de poids qui peuvent influencer effectivement des modifications corporelles. Je fais juste une parenthèse. Quand on parle de soins en secteur médico-social, on ne parle pas que de soins, administration médicamenteuse, réalisation de pansements. On pense aux soins au sens large avec l'accompagnement. Ségolène vous l'a dit, le repas, c'est un soin. Voilà, tout l'accompagnement aux gestes de la vie quotidienne, ça fait partie. Quand on parle de soins en médico-social, c'est soins et accompagnement. C'est hyper important. On accompagne nos résidents tout au long de leur prise en charge et ça fait partie du soin au sens large du terme. Je vous repasse la parole, Ségolène. Les erreurs d'identification primaire, on les appelle aussi les anomalies. Il y a les doublons, c'est-à-dire que quand on s'est trompé, quand on a été prendre, on n'a pas bien cherché. Alors, il faut savoir que on vous demande toujours, c'est très important, de réaliser une recherche d'antériorité pour être sûr qu'on n'a pas déjà un dossier pour le résident. Ensuite, il y a une façon de chercher. La bonne façon de chercher, c'est de chercher par la date de naissance en priorité. Et ensuite, si vous ne trouvez pas ou pour besoin de précision, vous allez compléter avec les 2 ou 3 premières lettres du nom et du prénom. Jamais le nom ou le prénom en entier, tout simplement parce qu'on peut l'avoir mal saisi la première fois. Et dans ces cas-là, si on l'a mal saisi et qu'on le ressaisit, on ne va pas trouver et on va créer un doublon. Le doublon, c'est une anomalie d'identité parce qu'en fait, les informations du résident vont être morcelées, sa prise en charge sera moins efficace, on n'aura pas accès aux antériorités et ça peut créer un risque médical pour le résident. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Alors, ce n'est pas l'anomalie la plus grave elle vient après, mais n'empêche, c'est quand même une anomalie d'identité. Le doublon, il faut faire attention et les personnes en charge de l'identification primaire doivent être formées au fait de pouvoir fusionner les dossiers. Mais ça ne se fait pas comme ça non plus. Ça, c'est normalement des personnes qui peuvent, avec le médecin co de la structure, avoir accès aux données médicales pour vérifier que c'est bien un doublon et qu'on ne va pas réaliser l'image d'après une collision.
pour dépatouiller, pour être sûr. La collision, là, c'est vraiment, comme son nom l'indique, boum, on met les informations du résident A dans le résident B. Et là, c'est très, très compliqué parce qu'après, là, il faut dépatouiller dans les antériorités médicales pour savoir lequel était allergique à telle chose, qui a quel groupe sanguin. Parce que là, on a vraiment un risque médical très, très fort. Autant le doublon, il y a un risque parce qu'il y a une perte d'antériorité, on n'a pas toutes les infos, donc ça crée un risque. Mais là, le fait de plus savoir finalement à quelles données, quelles données pour quel résident, là, on a un risque sévère d'avoir un accident, d'un événement grave associé aux soins. Voilà. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il faut généralement le médecin co, parce que lui, autant la personne qui va faire l'identification primaire, elle est super forte dans tout ce qui est administratif, mais c'est pas elle qui va aller vérifier les antériorités, les données médicales. Ça sera vraiment un soignant de la structure et normalement, ouais, plutôt votre médecin co. Par exemple, dans les centres hospitaliers, c'est le médecin DIM, c'est le DIM qui fait ça. C'est pas tout le monde dans les services, c'est réservé à une petite partie. Voilà. Les erreurs d'identification secondaire, c'est des événements indésirables associés aux soins. Ils peuvent être ou non graves. Et donc, ils vous les ont donnés tout à l'heure, mais on leur dit, on se trompe de résident lors de l'administration d'un traitement. Alors là, je sais que ça arrive, puis on se dit, oh, c'est rien, c'est qu'une petite B12. Ouais, mais une petite B12 par-ci, par-là, ça cope, à la fin, ça c'est pas terrible quand même. L'erreur de préparation pour un examen, l'erreur de dossier, voilà. Erreur d'étiquetage, c'est très important dans les bonnes pratiques. On n'étiquette pas avant le prélèvement. On met les étiquettes devant le patient. Enfin, on fait le prélèvement et on étiquette. D'ailleurs, j'en profite, je fais un peu de pub. Au cas où vous n'étiez pas au courant, on a sorti un serious game, un jeu sérieux, sur l'identitovigilance, sur lequel vous allez devoir enquêter dans la structure des oiseaux où il y a eu un événement grave associé aux soins. Il va falloir détricoter tout ça. Et il y a un peu d'identito primaire, pas mal d'identito secondaire et un rappel des bonnes pratiques. Donc c'est pareil. Je vous mettrai le lien tout à l'heure parce que voilà, ça vous prend 45 minutes grosso modo, mais ça peut être intéressant de revoir ces petites informations, même pour sensibiliser les professionnels dans vos structures, pas que vous. Je vous dis ça parce qu'il y a une question sur les tubes, c'est pour ça que j'y pense. Et puis j'en profite parce que dans l'auditoire, il y a le docteur Bercan et elle a beaucoup travaillé avec moi sur ce jeu. Donc voilà, je la remercie, docteur, encore. Vous allez voir, c'est sérieux comme jeu. Voilà. Et toutes ces mauvaises pratiques, en fait, peuvent être la source d'un événement indésirable, qu'il soit grave ou non. Et on essaye qu'il n'y en ait pas. Enfin, je pense que vous essayez qu'il n'y ait pas d'événement indésirable dans vos structures, quoi. C'est pas le but premier. Donc, voilà. Merci Ségolène. Effectivement, c'est super intéressant cette information sur le Serious Game. Et comme on le dit, effectivement, ces erreurs, ces défauts de respect des bonnes pratiques sont à l'origine des erreurs d'identification qui peuvent être très graves et c'est presque toujours évitable. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est cette notion d'évitabilité des événements. Donc, ce type d'erreur, c'est évitable pour la plupart. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Ségolène pour toutes ces informations précieuses sur l'identitovigilance, les bonnes pratiques d'identitovigilance. Je vous propose maintenant de passer à une étape un petit peu plus interactive pour vous, pour voir si vous nous avez bien écouté, si vous avez été bien attentif par rapport à ces bonnes pratiques. On va lancer un petit quiz auquel vous allez pouvoir répondre normalement en direct. Je vais laisser la main à Mathieu pour notre informaticien pour lancer le quiz s'il m'entend. C'est lancé. Super. Alors moi, je ne le vois pas encore. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Si vous pouvez me confirmer. Non, Moi, je le vois. Oui, c'est bon. On le voit. C'est Oui. bon? Alors, super. Attendez, je rebascule du coup. Ouais. Parce que Il y a des noms quand même. Il y a des gens qui ne le voient pas.
Ah, il y a des gens qui ne le voient pas. Bon. Du coup, je vais vous lire chaque question et comme ça, pour les personnes qui ne voient pas le sondage, vous pouvez répondre dans le chat. Il existe 3 types de barrières de sécurité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, je laisse le temps aux personnes de répondre. Et pour celles qui n'ont pas accès, du coup, vous me donnez vos réponses dans le chat. Alors, je vois un faux sur les barrières de... Donc, la première question, c'était, il existe 3 types de barrières. Effectivement, il y a 3 types de barrières. C'est ce que je vous ai décrit dans la carte mentale. Nous avons donc les barrières de prévention, les barrières de récupération et les barrières d'atténuation. Donc, la réponse était donc vraie. La deuxième... Alors, je vois que ça ne fonctionne pas tout de même. N'hésitez pas, hein, comme je vous le dis, si vous ne voyez pas le sondage en direct, à répondre dans le chat. Voilà, moi je vous pose les questions, vous répondez, c'est la même chose. Qui sont les principaux acteurs de l'identito-vigilance? Est-ce que c'est le résident? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est les professionnels? Alors, je vois les réponses qui s'affichent. Vous pouvez sélectionner donc plusieurs réponses. Je laisse le temps aux personnes de répondre. Donc là, la réponse, effectivement, je le vois dans le chat, hein, c'est les 3. Ségolène l'a dit. Tout le monde doit être acteur de l'identito-vigilance. Donc, que ce soit le résident, évidemment, selon ses capacités, la famille et les professionnels tout au long de la prise en charge. On recherche donc la participation active de toutes ces personnes pour sécuriser la prise en charge de nos résidents. La troisième question, donc les règles en matière d'identito-vigilance sont formalisées dans le référentiel national d'identito-vigilance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, selon vous? Alors, je vois des réponses qui arrivent. Effectivement, c'est vrai. Ségolène vous en a parlé. Vous avez donc le référentiel national d'identito-vigilance pour les EHPAD, c'est le RNIV 3. Qui est spécifique et qui va servir de base à la mise en place, à la rédaction de vos procédures d'identito-vigilance. C'est un référentiel, c'est un document opposable. Ségolène vous l'a dit. Donc la réponse à la troisième question, c'était donc vrai. La quatrième question concerne les traits stricts de l'identité. Parmi les traits stricts de l'identité, on retrouve la date de naissance, le nom marital, le nom de naissance, le numéro de téléphone ou l'email du résident. Je vous laisse répondre. Vous avez donc la possibilité de sélectionner effectivement plusieurs réponses. Alors, je vois une première réponse dans le chat. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Donc, je vois effectivement les noms, les réponses qui arrivent. Ségolène en a parlé, hein, les traits stricts d'identité, c'est les traits qui sont susceptibles de ne pas être modifiés au cours de la vie. Donc, effectivement, le nom de naissance en fait partie et vous avez la date de naissance qui fait partie des traits stricts de l'identité. Le reste, ce qui va concerner l'email du résident, le numéro de téléphone et le nom marital, ne fait pas partie des traits stricts. La cinquième question, parmi les principaux dispositifs à haut niveau de confiance, on retrouve le numéro de sécurité sociale, le passeport, la carte nationale d'identité, la carte de séjour ou France Connect. Pareil, je vous laisse répondre et vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs réponses.
Je vois les premières réponses qui arrivent. Je vous laisse encore quelques minutes. Alors, parmi les réponses, donc effectivement, je vois, on en a parlé, hein, des documents à haut niveau de confiance. Vous avez la carte nationale d'identité, vous avez le passeport et vous avez ce qu'on appelle France Connect, qui sera beaucoup moins utilisé dans vos EHPAD, mais ce sont ces documents qu'on appelle à haut niveau de confiance. Le numéro de sécurité sociale, on a lourdement insisté, la carte vitale, le numéro de sécurité sociale ne permet pas de vérifier l'identité et de qualifier l'identité, ainsi que la carte de séjour. Sixième question. Avant de réaliser un soin, je vérifie une identité, mais est-ce qu'il s'agit de l'identification primaire ou est-ce qu'il s'agit d'une identification secondaire? Je vois les premières réponses qui arrivent. Je vous laisse encore quelques minutes. Alors, lorsqu'on va réaliser un soin, on va vérifier ce qu'on appelle l'identification secondaire, puisque l'identification primaire concerne l'identification administrative, en fait. Donc, lorsqu'on va créer l'identité de notre résident au moment de son admission ou de sa préadmission. Donc, l'identification avant un soin, c'est une identification secondaire. Je vois dans le chat, effectivement, la carte de séjour, je ne l'ai pas cochée. Oui, c'est aussi un document à haut niveau de confiance, excusez-moi. La septième question. Parmi les principales erreurs d'identification primaire, on retrouve soit les collisions d'identité ou les doublons d'identité, ou les deux. Je vous laisse me répondre dans le chat ou en direct. Donc, effectivement, on retrouve les deux, hein, les deux types d'erreurs, que ce soit les collisions ou les doublons d'identité. Ségolène vous a décrit ce qu'était une collision d'identité et ce qu'était un doublon d'identité. Les deux sont source d'erreurs et donc d'événements indésirables, qu'ils soient graves ou non graves. C'est les erreurs principales d'identification primaire qui, on le rappelle, concernent l'admission de nos résidents et donc la création du séjour administratif dans notre DPI. La huitième question, les erreurs d'identification secondaire correspondent à des EIAS ou des EIGS ou les deux. Donc, j'ai les premières réponses qui arrivent. Donc, on me dit les deux, effectivement. Les erreurs d'identification secondaire, on le rappelle, l'identification secondaire, c'est lors de la réalisation d'un soin au sens large, d'un soin ou d'un accompagnement au cours duquel on va être amené à vérifier l'identité de nos résidents. Et donc, ces erreurs peuvent mener à des événements indésirables associés aux soins, voire des événements indésirables graves associés aux soins. La neuvième question, les défauts de respect de bonnes pratiques sont les principales sources des erreurs d'identification. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Donc, je vois les premières réponses, effectivement. Donc, c'est vrai, hein, puisque Ségolène l'a dit, finalement, les mauvaises pratiques, le non-respect des bonnes pratiques contribuent aux erreurs d'identification et donc sont source d'événements indésirables, que ce soit graves ou non graves.
Et enfin, la dernière question, la 10e, on retrouve les erreurs d'identification dans de nombreuses thématiques d'événements indésirables graves associés aux soins. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On vous l'a dit en préambule de la présentation de la carte mentale. Donc effectivement, hein, c'est vrai, on retrouve ces erreurs d'identification dans plein d'événements indésirables graves associés aux soins. C'est un petit peu noyé, comme vous le disiez Olivier, mais donc c'est source d'événements indésirables graves associés aux soins. On a donc atteint, la fin du sondage. Je vous propose donc de passer à la dernière étape de ce webinaire où là, on vous laisse la parole pour nous poser vos questions, que ce soit à la structure régionale d'appui ou à Ségolène Barre, donc pour tout ce qui est identito-vigilance. Je vous laisse soit prendre la parole, soit mettre vos questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en avait déjà. J'ai pas... Non, je n'ai pas vu passer de questions. D'accord, ok. Alors n'hésitez pas, hein, c'est le temps d'échange qui est prévu. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, n'ayez pas peur. Alors moi, je suis désolée, j'ai pas pu trop interagir avec vous parce que j'ai dû passer sur la version sur mon téléphone portable personnel parce que je n'arrivais pas à ouvrir depuis mon poste. Et du coup, j'ai pas pu écrire dans la conversation. D'accord, on vous laisse nous poser votre Désolée. question. Pas de souci. J'avais pas de questions personnelles, mais c'était surtout pour interagir sur les questions avant. Voilà. Ah, d'accord. Bah, écoutez, il n'y a pas de Je souci. réponds pas. Mais vous aviez les bonnes réponses quand même, c'est juste que vous n'avez pas pu les taper. Voilà, ça. c'est ça, exactement. Bon, moi, je suis contente, j'ai des gens qui ont fait le jeu et dans le chat et ils ont dit que c'était bien. Donc, Ah. rien de tel que ce genre de retour d'expérience. Super, effectivement. Écoutez, on vous laisse encore quelques minutes. Sinon, écoutez, c'est qu'on a été super clair, que vous êtes devenus incollables sur l'identito-vigilance dans vos établissements. Que si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas, même si c'est sur un événement indésirable, à nous poser vos questions en direct si vous avez des questions. Voilà. J'en profite un petit peu pour prendre la parole, Émilie, Allez-y, Olivier. concernant les déclarations de IGS. C'est vrai que malheureusement, on voit peu de déclarations à proprement parler sur les identito-vigilances, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, parce que malheureusement, ça parfois un petit peu, on va dire, pris en main par les autres vigilances. Je pense notamment aux médicaments. Souvent, le médicament est pris en main par nos amis pharmaciens qui s'occupent du circuit du médicament, etc. Et l'identito-vigilance passe au second plan. On a le même problème finalement avec les problématiques informatiques. Et c'est très fréquent. N'hésitez surtout pas à sortir ces problématiques d'identito-vigilance à proprement parler, à en faire une problématique à elle seule. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des soucis là-dessus, notamment pour savoir si c'est un UIGS ou pas, mais pour d'autres difficultés, vous pouvez bien entendu, enfin je me permets de le dire, de contacter Ségolène ou la cellule d'identito-vigilance si vraiment vous avez des difficultés là-dessus, parce que c'est vrai que souvent ça passe un petit peu à côté, et on sait parfaitement que c'est sous-évalué, ça on en est plus que persuadé. Merci Olivier. Effectivement, hein, c'est noyé dans parfois pris en charge par d'autres vigilances. Donc n'hésitez pas à faire part, surtout dans votre déclaration, dans vos analyses de ces erreurs d'identité-vigilance, c'est hyper important. Moi, je voulais juste rebondir sur une petite chose, c'est la difficulté que nous, en tant qu'établissement, on ressent sur l'identito-vigilance des patients en unité de vie protégée. La pose du bracelet, c'est pas la panacée, ça peut les blesser, ça peut les contraindre. L'interrogation
c'est compliqué sur des patients enfin, des résidents non répondants. Il nous reste effectivement ce qu'on a mis en place, le trombinoscope. Voilà, donc on a une grande difficulté sur les unités de vie protégées. Et la deuxième chose qui moi, me fait toujours rebondir, c'est la routine, en fait. Quand on a les résidents sont là depuis un certain temps, notre personnel aussi, et il est difficile de leur faire entendre et faire comprendre qu'il faut vérifier l'identité des résidents, même s'ils sont là depuis 1 an et demi, 2 ans, et que même le personnel. Voilà, donc effectivement, ces deux thématiques, pour moi, nous causent vraiment du souci au niveau des établissements et peut générer effectivement des événements indésirables au niveau de la structure. Oui, tout à fait. Dans les causes profondes, on retrouve vraiment assez souvent cette cause qui est la routine. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit, pas que sur l'identito-vigilance, hein, d'ailleurs. C'est vraiment une cause qu'on retrouve. L'HAS avait mis le point sur les problématiques de nouveaux soignants, hein, de turnover chez les soignants. Ils ont fait un travail là-dessus parce qu'effectivement, les nouveaux soignants qui arrivent, ils connaissent pas les process dans les établissements, etc. Donc ça, c'était une problématique. Ils n'ont pas encore fait un travail sur la routine, mais il existe et on sait parfaitement que ça existe. C'est très confortable, hein, pour nous tous, hein, je veux dire, soignants. Je veux dire, d'arriver le matin, de savoir exactement ce qui va se passer, ça va beaucoup plus vite, et d'être dans son train-train, c'est beaucoup plus rassurant et beaucoup plus simple, mais c'est dangereux. C'est effectivement dangereux. Et là aussi, je pense qu'il y a des barrières à mettre en place, et il faut faire extrêmement attention, et notamment dans l'identito-vigilance, hein, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, où on est sûr de connaître bien le patient ou la patiente, et puis on se fait avoir pour dire les choses. Hein. Oui, oui, non, mais c'est intéressant, effectivement, cette problématique de routine. Il faut être extrêmement vigilant avec ça, et c'est une cause à ressortir, à ne pas hésiter à ressortir en tout cas. Alors, ce qui fait du bien en contrepartie, c'est quand on a des étudiants qui arrivent dans la structure et qui du coup, Oui. ne connaissent pas les résidents et les interrogent. Et donc, effectivement, ça fait peut-être un petit rappel à nos soignants historiques. Et je trouve ça très, très, très intéressant. C'est tout l'avantage des étudiants et de ne pas avoir d'ego, c'est d'écouter ce qu'ils font et d'apprendre de nos étudiants. Effectivement, c'est toujours extrêmement intéressant. On en apprend toujours et là-dessus aussi, hein, c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? N'hésitez pas, on a encore du temps devant nous, à votre disposition. Oui, bonjour. 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 Vous parlez de la règle des 5 B au début du webinaire. Vous pouvez préciser, parce que je ne connais pas cette règle en fait. La règle des 5 B, c'est une règle qu'on attend avant l'administration médicamenteuse. C'est le bon patient, enfin le bon résident, le bon médicament, la bonne voie d'administration, le bon moment et j'en ai cité combien là? Je me suis perdue. 4. Le bon patient, c'est le bon patient, le bon médicament, la bonne Oui. dose, la bonne voie, le bon moment. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci Ok. Olivier, c'est la bonne dose. C'est effectivement une règle qui est connue, qu'on apprend surtout je dis surtout, mais c'est vrai que c'est pour les infirmiers, les paramédicaux, dans le cadre du circuit de médicaments. C'est quelque chose qu'ils connaissent en général, hein. Mais c'est bien de le rappeler et de le répéter, ça permet de ne pas faire d'erreur. Très bien. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Ils savent tout, c'est parfait. Voilà, ils savent tout, c'est parfait, effectivement. Eh bien, écoutez, donc l'outil qu'on vous a présenté ce matin, donc la carte mentale, sera disponible sur notre site internet. Donc, je vous le disais, dans le kit EIGS qui est déjà existant, qui avait été revu entièrement, qui est sectorisé. Donc, vous retrouvez tous les documents qui vont vous aider à reconnaître un EIGS, à faire votre analyse de cause profonde. Vous retrouvez aussi, donc je vous en ai parlé, hein, tous les retours d'expérience selon différents secteurs. Donc cet outil-là va intégrer le kit EIGS et le replay de ce webinaire sera donc bientôt disponible sur le site internet également.
On arrive donc au terme de ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres remarques, donc on vous a remis donc les contacts de l'ASRA Grand Est. On est joignable par téléphone, par mail. On vous répondra voilà, du lundi au vendredi dans les heures ouvrables, évidemment. N'hésitez pas pour toutes vos questions relatives aux événements indésirables graves associés aux soins à nous solliciter et vous pouvez solliciter donc la cellule régionale d'identitovigilance pour vos problèmes spécifiques à l'identitovigilance. En tout cas, on vous remercie pour votre participation ce matin. C'était très intéressant et donc voilà, vous pouvez retrouver donc le document et le replay sur le site internet très prochainement. Merci à vous, merci pour tout. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir, merci. Bonne fin de Merci. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée.